Qui était Yahya Sinwar? Révélé à l'opinion publique à la suite de sa nomination à la tête du Hamas après l'assassinat par Israël d'Ismaël Haniyeh le 31 juillet 2024, Yahya Sinwar apparaît quasiment inconnu aux yeux des médias. Certains en dressent le portrait d'un monstre, au mépris des informations disponibles, nabo, arrogant, psychopathe, errant, à demi-fou, terré dans les tunnels de Gaza, architecte de la terreur, intransigeant, radical, cruel, etc. Les auteurs de ces qualificatifs se reconnaîtront. Mais qu'en est-il exactement? Yahya Sinwar est né en 1962 à Gaza de parents réfugiés de 1948. Sensibilisé comme tous les Palestiniens à la chose politique depuis l'enfance, à peine lycéen, il est attiré dans le groupe des supporters d'un maître émergent, charismatique et visionnaire, le cheikh Ahmed Yassine. En effet, les futurs sympathisants ou leaders du mouvement Hamas, presque toutes les figures de l'islam politique palestinien ont été des élèves, des disciples, des confidents, des conseillers, des fidèles d'Ahmed Yassine. Un maître fait de force et de faiblesse, paralysé des 4 membres depuis l'âge de 16 ans, qui s'inspire des luttes anticolonialistes égyptiennes en entendant construire un nouveau mode de pensée et d'action émancipatrice basé sur des valeurs, une histoire, une philosophie, une religion, une culture ancrée au territoire de la Palestine. Convaincu que la libération est une affaire de temps, de génération, Ahmed Yassine prend son essor après la mort de Nasser en 1971. Au travers de ses prêches, ses réceptions, le cheikh se concentre sur les jeunes, dont font partie notamment Yahya Sinwar, Abdelaziz Rantissi, Ismaël Haniyeh, Moussa Abou Marzouk, Salah Shehadeh, Imad El Faloudji, Rawi Mustafa, Ahmed Youssef, Bassem Naïm, et aussi brièvement Fatih Choukaki qui fondera plus tard le djihad islamique. S'engage par la suite à Gaza une lutte sévère pour le contrôle d'une université naissante devenue indispensable depuis 1967 du fait de la perte d'accès des étudiants aux universités égyptiennes. Yahya Sinwar y étudie la langue arabe tout en constituant le syndicat des étudiants islamistes qui gagne les élections universitaires de 1985. Certains prétendent que le mouvement du cheikh Yassine, la Mujama Islamiyya, ancêtre du Hamas, serait alors un mouvement purement quiétiste, social et religieux, s'interdisant le recours à la résistance armée. Les paroles du cheikh, ainsi que le témoignage de nombreux de ses contemporains, contredisent cette thèse. La déroute des forces armées de l'OLP, expulsées de Jordanie en 1970, puis du Liban en 1982, n'incite pas à conduire une guérilla ouverte. La lutte armée sera pour plus tard, mais la collecte des armes commence dès 1982 ou 1983. En effet, pour le cheikh et ses partisans, la société palestinienne est menacée de l'intérieur. Israël recrute alors nombre d'indicateurs, d'espions au sein de la population, avec 2 moyens bien connus, l'argent et le chantage. Celui-ci consiste bien classiquement à prendre des photos de Palestiniens en présence féminine. Dans une société très stricte sur le plan des rapports hommes-femmes, les photos compromettantes, entre guillemets, permettent de multiplier les indicateurs. C'est pour lutter contre ce phénomène que Yahya Sinwar et l'un de ses collègues fondent, à l'initiative du cheikh Yassine, la première cellule de sécurité, entre guillemets, cellule de sécurité, en 1983. Sinwar est responsable de la moitié sud de la bande de Gaza. Il ne s'agit pas d'une brigade des mœurs, entre guillemets, comme l'indiquent encore aujourd'hui certains. Comme toutes les familles palestiniennes, Yahya Sinwar est également obsédé par la politique d'incarcération israélienne, avec pour les longues peines un seul espoir de libération, un échange de prisonniers. C'est en 1987, avant le début de la première intifada,
et à la suite d'une tournée nocturne à l'intérieur des frontières de 1948, puis en Cisjordanie, que Yahya Sinwar et son collègue imaginent de capturer des soldats israéliens faisant de l'autostop afin de les échanger contre des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. En 1988, Yahya Sinwar est arrêté et condamné par un tribunal militaire à 4 détentions à perpétuité, c'est-à-dire, selon les verdicts israéliens de l'époque, qu'il est accusé de l'exécution de 4 espions palestiniens renseignant Israël. Et c'est en 1989, alors que Sinwar est incarcéré, que sont capturés le 16 février puis le 2 mai 2 soldats israéliens pour une tentative d'échange. Suit alors une campagne d'arrestation massive, incluant le 18 mai 1989 celle d'Ahmed Yassine. En prison, Yahya Sinwar étudie, apprend parfaitement l'hébreu, réfléchit, anime des groupes de prisonniers, écrit même un roman. Sa pensée politique est accessible dans un document de 2006. Il s'agit d'une interview donnée en prison et donc avec l'autorisation des autorités israéliennes et à la suite de la victoire du Hamas aux élections parlementaires. Yahya Sinwar nous parle. Nous comprenons bien qu'Israël dispose de l'arme nucléaire et de l'aviation militaire la plus puissante de la région. Nous savons que nous n'avons pas la capacité de détruire Israël. Notre position est que nous soutiendrons tout ce qui contribuera au calme dans la région. Mais soyons clairs, de la même façon que nous avons pourri la vie des Israéliens à l'époque de la résistance à la colonisation, nous leur pourrirons la vie dans le cadre d'un dialogue possible sur une possible trêve. Car nous maintiendrons nos positions, nous ne mènerons pas de négociations simples et faciles, nous serons entêtés, nous leur mènerons la vie dure. Mais en fin de compte, si nous parvenons à une pacification, brève ou durable, nous respecterons ce calme et nous prouverons au monde, comme nous l'avons toujours fait, que nous savons tenir nos engagements. Le journaliste qui interroge Yahya Sinwar évoque ensuite l'hypothèse d'une dissolution de la branche armée du Hamas dès lors que le mouvement est parvenu au pouvoir par la voie des urnes. Yahya Sinwar. Le Hamas comporte 2 branches, politique et militaire. Israël n'a pas respecté notre plan politique et a tué le cheikh Yassine, ainsi que d'autres personnalités politiques de premier plan du Hamas. J'espère que nous parviendrons à une trêve, mais les Israéliens doivent comprendre que nous ne sommes pas des fans du sionisme. De la même façon, les Israéliens n'attendent pas des Palestiniens qui les aiment. Chacun doit accepter l'autre tel qu'il est. Nous demandons aux Israéliens de comprendre notre position. Nous ne reconnaîtrons pas l'État d'Israël, mais nous sommes prêts à adhérer à une trêve sur le long terme. Une trêve qui apportera accalmie et prospérité dans la région, au moins pour notre génération et la génération suivante. Le journaliste pose la question, le Hamas est-il capable de diriger seul? Yahya Sinwar. Je ne peux pas dire cela, car cela pourrait blesser nos frères qui n'ont pas réussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les médias israéliens doivent orienter leur communication sur la question de la trêve. Les instituts de sondage doivent questionner les Israéliens sur la volonté d'opter pour une trêve avec le Hamas. Il faut aussi demander aux candidats aux prochaines élections en Israël s'ils sont prêts à envisager et à mettre ce dossier au cœur des discussions politiques. Travail sur le long terme, notion de génération, reconnaissance des Israéliens sans reconnaissance d'un État israélien, main tendue aux autres factions politiques palestiniennes pour travailler ensemble, et aussi à l'opinion israélienne de réfléchir à la notion de trêve de longue durée, toutes ces propositions qui demeurent les siennes, comme celle du mouvement du Hamas en 2024. En 2011, à la suite de 6 années de négociations, Yahya Sinwar est libéré en échange avec 1027 autres prisonniers, en échange contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit. En 2017, Sinwar est élu chef du bureau politique du Hamas à Gaza. Il donne en 2018 une longue interview à une journaliste italienne, Francesca Bori, l'occasion de revenir sur la notion d'emprisonnement pour quelqu'un
qui a déjà passé 23 ans en prison. Ce n'est, dit Yahya Sinwar, ce n'est qu'en prison que vous rencontrez enfin d'autres Palestiniens et que vous avez le temps de parler. Vous pensez aussi à vous-même, de ce en quoi vous croyez, du prix que vous êtes prêt à payer. Mais c'est comme si maintenant je vous demandais qu'avez-vous appris de la guerre. Vous diriez beaucoup. Vous diriez que la guerre vous a construit. Mais c'est sûr que vous aimeriez ne jamais avoir été en guerre. J'ai beaucoup appris, oui, mais je ne souhaite la prison à personne, pas même à ceux qui aujourd'hui, de l'autre côté de ces barbelés, nous renversent comme des quilles de bowling et rient. Ils ne réalisent pas qu'ils pourraient finir dans 25 ans à La Haye, à la Cour pénale internationale. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'avenir sans justice. Et nous demanderons justice. En vertu du droit international, nous avons tous le droit de résister à l'occupation. Mais le tribunal est le tribunal, bien sûr, et il travaillera sur tout ce qu'il devra travailler. Et pourtant, son rôle est essentiel, et pas seulement pour punir les criminels, pour les victimes également, car seul un procès permet de reconstituer ce qui s'est passé réellement et contribue à l'apaisement. En matière de deuil, aucune tierce personne ne peut remplacer les victimes. Et comme nouveau dirigeant du Hamas de Gaza, dans le même entretien, Yahya Sinwar précise son nouveau rôle. D'abord, je ne suis pas le chef d'une milice, je suis le chef du Hamas à Gaza. De quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une milice, c'est un mouvement de libération nationale. Et mon devoir principal est d'agir dans l'intérêt de mon peuple, de le défendre et de défendre son droit à la liberté. Et je ne dis pas que je ne m'abattrai pas non plus, je ne veux plus de guerre, je veux que le siège prenne fin. Vous marchez jusqu'à la plage au coucher du soleil et vous voyez tous ces adolescents sur le rivage qui discutent et se demandent à quoi ressemble le monde de l'autre côté de la mer. À quoi ressemble la vie? Ces jeunes, je veux qu'ils soient libres. Je ne suis jamais allé à la guerre. La guerre est venue à moi. Le siège est un type de guerre. C'est juste une guerre par d'autres moyens. Et c'est aussi un crime au regard du droit international. Il n'y a pas de cessez-le-feu en état de siège. Le siège n'est pas venu après les tunnels. Ce n'était pas une réaction aux tunnels, c'est l'inverse. Il y a eu un siège et une crise humanitaire, et pour survivre, nous n'avions pas d'autre choix que de creuser des tunnels. Il y a eu des moments où même le lait était interdit. La responsabilité en incombe à l'assiégeant, pas à l'assiégé. Ma responsabilité est de travailler avec tous ceux qui peuvent nous aider à mettre fin à ce siège meurtrier. Gaza ne peut pas continuer comme cela, la situation est insoutenable, une escalade est inévitable. Malheureusement, nous ne faisons la une des journaux qu'avec du sang. Pas de sang, pas de nouvelles. Mais le problème n'est pas notre résistance, c'est leur occupation. Sans occupation, nous n'aurions pas de roquettes, nous n'aurions pas de pierres, pas de cocktail Molotov, rien. Les cerfs-volants ne sont pas une arme, tout au plus ils mettent le feu à un champ, un extincteur et c'est fini. Ils ne sont pas une arme, ils sont un message. Ces cerfs-volants disent « Vous êtes immensément plus puissants, mais vous ne gagnerez jamais ». Notre stratégie actuelle, je veux dire le Hamas, le Fatah, tous ensemble, un État dans les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale, et avec le droit au retour pour les réfugiés, bien entendu. Et on continue à nous demander pourquoi n'acceptez-vous pas les frontières de 1967? Le problème n'est pas de notre côté. Vous, les Occidentaux, vous avez honoré les accords d'Oslo avec un prix Nobel de la paix et vous avez disparu. Personne n'a surveillé leur mise en œuvre. Un cessez-le-feu n'est pas pour le Hamas ou le Fatah, c'est pour Gaza. Ce qui compte, c'est que vous réalisiez enfin que le Hamas est là, qu'il existe, qu'il n'y a pas d'avenir sans le Hamas, qu'il n'y a pas d'accord possible, parce que nous faisons partie intégrante de cette société, même si nous perdons les prochaines élections. Mais nous sommes un morceau de la Palestine, un morceau de l'histoire de l'ensemble du monde arabe,
qui comprend aussi bien des islamistes que des laïcs, des nationalistes, des personnes de gauche. Les Occidentaux nous considèrent encore comme un groupe armé et rien de plus. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble vraiment le Hamas. Ils s'obnubilent sur la résistance armée, sur les moyens plutôt que sur l'objectif, qui est un État basé sur la démocratie, le pluralisme, la coopération, un État qui protège les droits et la liberté, où les différences sont affrontées par des mots et non des armes à feu. Le 31 juillet 2024, le chef suprême du Hamas, Ismail Haniyeh, est assassiné à Téhéran par Israël. Yahya Sinwar lui succède. Il périt à son tour le 17 octobre 2024.